J'ai le plaisir de vous présenter la doctoresse Yannick Didlot, qui est médecin psychiatre, médecin-chef de la psychosomatique à la clinique et formée en psychosomatique depuis de nombreuses années, son domaine d'intérêt de longue date. Elle se penchera sur la présence du nombre 2 dans le corps humain et sur la lecture qui peut en être faite en médecine psychosomatique. Il y a quelques semaines, on en a parlé ensemble de cet exposé, et c'est vrai, on se disait, on est souvent thérapeute, praticien, médecin, tout ça, la tête dans le guidon, à foncer, à courir au plus pressé, et finalement, une journée comme ça, c'est aussi l'occasion, comme on le voit, de prendre un peu de hauteur par rapport à nos quotidiens respectifs, puis de réfléchir ensemble. Je trouve vraiment très stimulant et je me réjouis d'entendre l'exposé de ma collègue Yannick. Tu as la parole, Yannick. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. C'est donc à mon tour, chers participants, chères participantes, de vous remercier pour votre présence nombreuse ici aujourd'hui, qui témoigne de votre intérêt pour ce domaine de la psychosomatique. Et pour celles et ceux qui étaient déjà présents l'année passée, vous m'aurez aperçu dans la présentation du moment questions-réponses qui était en fin de journée. C'est en 2023, en effet, que je suis venue travailler à la clinique du Noirmont et j'en profite ici pour remercier mon collègue, le docteur Alfredo Velardi, pour m'avoir permis d'apprivoiser cette fonction de chef de service en ayant une co-chefferie durant 1 an. J'ai effectué toute ma carrière professionnelle à Genève avant d'émigrer au Jura. Je sais maintenant que les Jurassiens sont des êtres particulièrement résistants, résilients et capables d'adaptation. Le Jura est pour moi le pays où l'on peut vivre les 4 saisons en une seule journée. D'obédience psychodynamique, lorsque je me suis retrouvée en cabinet privé où j'ai exercé durant 22 ans pour des thérapies verbales en face à face, j'ai rapidement été confrontée au fait que la parole, si elle était intéressante, utile et bienvenue en thérapie, n'était pas suffisante du tout. Lorsque les patients me parlaient, je voyais ou j'étais sensible à toutes sortes de manifestations au niveau de leur corps ou de leur respiration, de leur tonalité vocale, de la manière dont ils se tenaient dans le fauteuil. Et ces éléments me frappaient énormément pendant les consultations. Il y avait également les patients qui ne pouvaient pas dire un mot et dont le corps parlait tout autant. Quelques années après mon installation, j'ai par conséquent ressenti le besoin de me former en théâtre durant 2 ans. Puis quelques années après, je me suis formée en thérapie psychocorporelle durant 2 ans également. Je ne vous mentionne pas là toutes les formations que j'ai suivies, mais enfin, ces 2 sont importantes pour le thème d'aujourd'hui. Et face à mes patients, devant leur langage corporel, j'envisageais de pouvoir travailler avec d'autres corps de métier, comme des professeurs de chant, des danseurs, des professeurs de théâtre. Régulièrement également, j'ai envisagé, ou rêvé plutôt, de créer une sorte d'école dans laquelle je pourrais travailler avec d'autres professionnels afin que le patient soit pris en charge de manière pluridisciplinaire. Je ne savais pas encore que j'étais en train de rêver de l'unité psychosomatique du Noirmont, au sein de laquelle c'est exactement une telle prise en charge qui est proposée. Hasard ou synchronicité, le jour où l'on est venu me chercher pour ce poste de médecin-chef, je venais de prendre un cours online de médecine psychosomatique avec un centre de médecine psychosomatique américain par Zoom, qui s'intéresse depuis 20 ans à la gestion du stress et des traumas dans la vie de tout un chacun.
Lorsque je suis arrivée au Noirmont, j'ai été chaleureusement accueillie par le docteur Ariane Kovacic, que vous avez vu en début de matinée, et que je remercie pour m'avoir recrutée. Et je remercie également la clinique pour m'avoir recrutée et accueillie. Je remercie également mon équipe pour son accueil et pour l'ambiance quotidienne. Puis enfin, concernant aujourd'hui, je remercie particulièrement les 2 orateurs précédents pour avoir développé les aspects scientifiques des thèmes abordés, ce qui me permet une présentation moins formelle et plus didactique de ces mêmes sujets. Et particulièrement en ce qui concerne Madame la professeure Müller, je dirais que nous sommes très dynamisés par le fait, donc nous, mon collègue le docteur Velardi, moi-même, notre équipe de l'UPSO, nous sommes très dynamisés par le fait d'être en contact avec ces 30 années, le fruit de ces 30 années de recherche dans le domaine biomédical, et nous vous remercions d'être venus présenter votre chaise magique à la clinique en vue d'une éventuelle collaboration. À travers mon exposé, j'aimerais tisser des liens entre les présentations qui ont précédé et la mienne, ainsi que répondre à la question: pourquoi la psychosomatique est-elle la science des nouvelles harmonies? Parce que, comme indiqué par mes collègues, il existe au moins 2 différentes voies pour obtenir cette harmonie. Celle de l'intérieur, qui travaille avec la recherche d'une activation du nerf vague, comme développée par le docteur Velardi, avec la théorie polyvagale. Vous avez entendu effectivement que le docteur Velardi a mentionné d'autres nerfs crâniens que le nerf vague. Il était plus complet que moi, j'ai été plus succincte. Cette activation du nerf vague régule un état intérieur de l'être en apportant un bienfait et a d'importantes conséquences sur les très nombreuses fonctions du corps humain. La voie de l'extérieur, qui va rechercher dans la nature des ingrédients bénéfiques et harmonisants, comme l'a prouvé Madame la professeure Müller, avec l'effet des ondes hertziennes bénéfiques sur le corps, le psychisme. Les bains de forêt sont un autre exemple d'harmonisation par l'extérieur, ou la médecine intégrative par les plantes. Et qu'y a-t-il de commun entre ces 2 présentations? Les objets d'étude, les ondes ou le corps humain, appartiennent tous 2 à la nature. Évidemment, ici, vous me direz, j'enfonce des portes ouvertes. Mais pourquoi est-ce que cela me paraît important? Parce que ces 2 présentations, toutes 2 scientifiques et toutes 2 étayées maintenant scientifiquement, ouvrent la porte à une compréhension essentielle. Un principe d'harmonie, d'équilibre, existe à différents niveaux de la nature. Si l'être humain s'y conforme, il peut aller alors en retirer d'importants bénéfices. Si au contraire il l'ignore, alors il peut en subir des conséquences négatives. Mais qu'est-ce que cela veut dire s'y conformer? Est-ce que j'y mets un sous-entendu moralisateur ou culpabilisateur? C'est parfois la question des patients qui disent « oui, mais si on nous dit qu'on peut faire quelque chose, alors si je ne le fais pas, je me sens coupable. » Mais en fait, si on revient à des domaines de connaissance de la vie quotidienne qu'on connaît de longue date, qu'on a toujours connu, c'est la notion des lois physiques qui gouvernent la vie sur notre Terre. Et par exemple, si j'ai allumé ma cuisinière et puis que je veux mettre ma main sur la plaque, eh bien, certes, je vais me brûler, je vais me blesser. Si je vois par ce temps magnifique que j'ai envie d'être sur mon balcon et je me dis ce serait formidable de voler, et que je tente de m'élancer, il y a très fort à parier que je n'y arriverai pas ou j'arriverai en mauvais état en bas. Est-ce que si je souhaite expliquer ceci à un enfant,
est-ce que je deviens moralisatrice ou culpabilisatrice? Et je vous laisse répondre à cette question qui est importante. Et qu'est-ce que l'harmonie? Un état d'équilibre entre des forces différentes, parfois opposées, que l'on peut symboliser facilement par la balance, dont les deux plateaux peuvent s'équilibrer. J'utilise ici la balance et le nombre 2 comme illustration de mon propos. Le pilier central est le pilier de la balance et le 2 représente les deux plateaux qui peuvent être équilibrés ou qui doivent, dans l'idéal, trouver un équilibre. Le 1, c'est l'individu qui peut choisir ses actions, choisir le plateau qu'il souhaite nourrir. Les plateaux de l'être humain sont les fonctions complémentaires qu'il doit ou peut activer alternativement pour trouver son équilibre. Activité-repos, faire, être, donner, recevoir, stress, détente. Il me tient à cœur de pouvoir présenter ces notions de façon didactique et par conséquent, comme vous l'avez déjà remarqué, un peu simplifiée, car je suis convaincue que certaines connaissances permettent aux êtres humains de progresser et de mieux connaître leurs besoins essentiels et de mieux se diriger comme avec l'aide d'une boussole. Les points que j'aborde sont les suivants. La présence du nombre 2 dans le corps humain. Que peut nous enseigner la conduite d'une voiture? Comment l'humain conduit-il son véhicule? Quels principes appliquer pour trouver l'harmonie? Et comment harmonie et santé sont liées. Je vais maintenant commencer l'énumération des organes du corps humain marqués par la présence du nombre 2. La liste n'est pas exhaustive. Dans les membres, nous avons 2 pieds, 2 jambes, 2 bras, 2 mains. Dans les organes des sens, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, 2 lèvres de la bouche. Dans les organes internes, 2 poumons, 2 oreillettes, 2 ventricules, 2 reins, 2 intestins, le grêle et le côlon. Dans la circulation sanguine veineuse et artérielle. Dans le souffle, l'inspiration, l'expiration. Dans les muscles agonistes et antagonistes, les extenseurs, les fléchisseurs. Dans les glandes, 2 lobes thyroïdiens, 2 seins, 2 surrénales, 2 gonades, ovaires ou testicules. Puis enfin, dans les tissus graisseux, un tissu adipeux brun et un tissu adipeux blanc. Dans le système nerveux, on retrouve le système nerveux central avec les hémisphères et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique. Donc c'est de nouveau marqué par le 2. Dans le système du cerveau, on a les 2 hémisphères qui là ne sont pas très bien dessinés, mais il y a quand même ces 2 hémisphères. Puis quand on passe au niveau du système nerveux périphérique, on retrouve le système nerveux périphérique volontaire, conscient et volontaire pour les muscles que l'on peut gouverner volontairement dans le corps. Et on retrouve le système nerveux périphérique involontaire ou autonome. Mon collègue a fait des précisions à cet égard par rapport à autonome, qui gouverne la digestion, l'état de la vascularisation, les muscles cardiaques et différentes glandes. Puis donc là, on est descendu petit à petit, toujours avec le 2, on descend en prenant cette subdivision, et maintenant on descend dans le système nerveux involontaire ou autonome, et là on retrouve nos 2 grandes catégories, orthosympathique et parasympathique. L'orthosympathique, qui est donc celui qui permet de mobiliser de l'énergie,
d'augmenter le rythme cardiaque, augmenter la tension artérielle et prépare le corps à l'action lorsque c'est nécessaire, c'est l'accélérateur. Le système nerveux parasympathique, lui, permet d'économiser de l'énergie, de maintenir des activités en mode copilote. Il permet également la détente et l'apaisement, c'est le frein. Et que peut nous enseigner la conduite d'une voiture ? La conduite d'une voiture nous enseigne que si l'accélérateur est indispensable pour avancer et performer, le frein est également indispensable pour éviter les accidents. Nous avons donc vu précédemment que l'être humain possède également un système similaire accélérateur, l'orthosympathique, et de frein, le parasympathique. Évidemment, la vitesse procure une forme d'ivresse et si, comme moi, vous aimez la conduite rapide sur les autoroutes en Allemagne, en tant que conducteur chevronné, vous allez être d'autant plus attentif que votre vitesse est élevée et vous serez prêt à tout moment à freiner pour éviter un accident. Quelle autre précaution prendrez-vous ? Évidemment, surveillez l'état de remplissage de votre réservoir. Plus on roule vite, plus on dépense de l'énergie. Sans risque de nous tromper, nous pouvons affirmer que notre culture et société actuelle valorisent en premier lieu les fonctions de type accélérateur. La performance, la productivité, la réussite, le faire mieux avec moins dans les entreprises, le faire mieux avec plus dans les magasins de consommation. Et que se passe-t-il si l'être humain se laisse aller à cette ivresse de la vitesse en suivant les injonctions sociales ? Que se passe-t-il si l'être humain choisit d'utiliser uniquement son accélérateur, le système nerveux sympathique, qui lui permet d'être actif et dynamique ? Si l'on revient à l'image de la voiture, la réponse paraît simple. Accidents ou panne d'essence sont à prévoir. Chez l'être humain, cette réalité de deux fonctions opposées ou complémentaires qui doivent être balancées ou équilibrées pour un résultat bénéfique peut être comprise à plusieurs niveaux, comme vu précédemment, les alternances, activité-repos, donner-recevoir, comme je les ai déjà mentionnés. Et comment l'humain conduit-il son véhicule ? Cette analogie simple avec une voiture, rarement appliquée à la vie psychique, pourrait permettre de réfléchir utilement. À quelle vitesse est-ce que je roule ? Quelles sont mes dépenses en énergie psychique ? Où se trouvent les aires de repos et les stations d'essence ? Comment est-ce que je peux activer mon frein ? Avec quoi est-ce que je peux remplir mon réservoir d'énergie ? Au contraire, quelles sont les fuites d'énergie au niveau de mon réservoir ? Qu'est-ce qui me fait perdre de l'énergie ? Et dans notre vie psychique, que sont les accidents ? Que sont les pannes d'essence ? Car oui, nous commençons à découvrir maintenant, notamment avec l'apport de la théorie polyvagale, que dans la vie psychique, cette réalité d'une conduite entre accélérateur et frein existe également. Et mon collègue, le docteur Velardi, a vraiment démontré à quel point cela est important pour tout l'état du corps et la santé. Si l'équilibre se rompt, si une fonction est trop utilisée, frein ou accélérateur, alors le risque de voir une dérégulation, une maladie apparaît, particulièrement en cas d'une utilisation intensive du système nerveux sympathique, performance, ou alors nous accentuons l'axe du stress qui produit d'importantes modifications négatives dans le corps humain. Négative quand elle est poursuivie sur un long terme et qu'elle devient un peu chronique.
Ainsi, pour maintenir son équilibre psychique, l'être humain doit prendre garde aux deux plateaux de sa balance intérieure. Et il doit également apprendre à mieux connaître sa fonction frein. En effet, le frein est indispensable à la sécurité et à l'équilibre. Vous devinez que les pratiques qui permettent une activation du nerf vague sont, dans cette analogie de la voiture, notre frein. Dans cette vie intérieure, psychique, le ralentissement, la recherche du calme, l'apaisement, la contemplation sont absolument indispensables, premièrement à notre sécurité, mais également pour promouvoir le repos et la récupération d'énergie. Dans le corps humain, le constat est maintenant sans appel. L'activation du nerf vague est un gage de bonne santé. Il abaisse l'inflammation et permet notamment aux douleurs de baisser d'intensité. Actuellement, de très nombreuses implications médicales sont en cours d'investigation, particulièrement dans les champs de spécialité de la neurologie, rhumatologie et psychiatrie. Ils s'intéressent tous à la stimulation du nerf vague en rapport avec leur champ de spécialité. Maintenant, la question est comment activer ce nerf vague ? Voilà, par les ondes alphas. Voilà. Donc on reprend, bien sûr, on est dans le thème. Hein, les présentations précédentes ont énoncé déjà un certain nombre de constats. Et en l'occurrence, comme vous et moi avons souvent peu de temps pour nos pratiques de santé, j'aimerais vous proposer ici un moment pour vous extraire du rythme souvent endiablé de vos vies. Durant l'écoute de musique, du morceau de musique que je vous ai choisi, pensez à cette notion d'harmonie et permettez-vous d'expérimenter comment cette harmonie peut être puissante sur la vie intérieure. Vous pouvez maintenant prendre un moment pour vous installer confortablement sur vos sièges. Laissez votre respiration s'approfondir. Si vous vous sentez confortable avec le fait de fermer les yeux pour vous intérioriser, faites-le. Sinon, vous pouvez laisser votre regard simplement s'abaisser vers le sol avec un regard qui peut rester dans le vague. Et je vous propose de vous laisser ressentir un peu ce que cette musique peut éveiller en vous.
« 432 Hertz. Vous pouvez effectivement vous laisser revenir tranquillement dans cet espace. Et je vais aborder maintenant ma conclusion avant de vous laisser un moment pour les questions. J'espère, par cette présentation, avoir pu vous sensibiliser au fait que, premièrement, la biologie du corps humain est gouvernée par la nature. Deuxièmement, que comprendre cette biologie ramène au principe de la balance et de l'équilibre. Troisièmement, que la santé globale est soutenue par l'harmonie et l'équilibre, c'est maintenant parfaitement démontré. Et quatrièmement, que l'efficacité de ce que j'appelle moi maintenant les pratiques de bonne santé est maintenant scientifiquement reconnue dans différents domaines, particulièrement en ce qui concerne le nerf vague pour son côté antalgique et anti-inflammatoire. Ces pratiques de santé sont par ailleurs utilisées depuis très longtemps, depuis pour certaines plusieurs milliers d'années. J'ai mentionné les bains de yoga, les bains de forêt par les Japonais. Les méditations de pleine conscience issues des traditions orientales qu'on a transformées un peu pour les séparer un peu du côté trop spirituel. Et puis ensuite, les pratiques psychocorporelles comme le yoga, la danse, le théâtre ont été reconnues depuis la nuit des temps pour agir sur les frustrations et relancer l'élan vital.